Voilà un accord donc véritablement historique, alors que l'Arabie saoudite sunnite, l'Iran chiite avaient rompu leurs relations, comme je disais, depuis plus de 7 ans. Un accord qui aura d'ailleurs également des répercussions géopolitiques importantes, car Téhéran et Riyad sont engagés dans plusieurs conflits régionaux, soutenant des forces rivales, notamment au Yémen, en Irak ou encore au Liban. Alors pour parler de ces deux accords, présentés tous les deux comme historiques, nous sommes avec François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour Clémence Oudiakova et bonjour à tous vos auditeurs. Et merci d'être avec nous aujourd'hui en studio. Je rappelle que vous êtes président de l'Union populaire et républicaine, l'UPR. Alors que pensez-vous de ces deux accords ? D'abord, on n'a pas du tout affaire à des accords de la même ampleur ni de la même importance historique. Ce qui s'est passé avec Monsieur Sunak en France, j'allais dire, c'est, pour parler en anglais, business as usual. Monsieur Macron, alors il faudrait parler de la forme et du fond. D'abord sur la forme, moi je ne supporte plus ces espèces de concours de garçons de café qui sont là, qui se dandinent, qui se trémoussent devant les caméras. On voit Monsieur Sunak, qui est un clone de Monsieur Macron. Ils ont à peu près le même âge. Ils se ressemblent, la même tenue vestimentaire. La même tenue, comme ça, longiligne. Que je dis, on dirait, j'ai rien contre les garçons de café, mais je pense à la course des garçons de café. Ils font semblant de tomber dans les bras l'un de l'autre. Ils sont énamourés, mais ils se connaissaient pas il y a un mois. Tout ça, c'est du fake, c'est de la fake news. On voit bien que lorsque Monsieur Macron rencontrera un autre chef d'État, selon que il sera bien en encours ou pas bien en cours à Washington, il fera semblant d'être le meilleur ami du monde, ou alors il prendra ses distances. Tout ça, c'est de la rigolade. Ce qui est de la rigolade aussi, c'est l'affaire du nouveau départ. Alors avant de venir, ici j'ai regardé un petit peu, j'ai nouveau départ, mais Macron nous assène de nouveau départ depuis qu'il est à l'Élysée. Il avait annoncé un nouveau départ pour la France le 16 mai 2017. Un nouveau départ avec l'Afrique le 27 novembre 2017. Un nouveau départ avec la Chine le 8 janvier 2018. Un nouveau départ pour l'Union européenne le 21 janvier 2018. Pour le Liban le 6 avril 2018. Pour la Grèce le 18 juin 2018. Un nouveau départ pour le dialogue social le 26 septembre 2018. Un nouveau départ avec la Russie le 26 juin 2019. Un nouveau départ avec l'Italie le 23 septembre 2019, vous savez qu'il y avait eu une rupture des relations diplomatiques. Un nouveau départ pour le couple franco-allemand le 23 août 2020. Un nouveau départ avec le Rwanda le 26 mai 2021. Un nouveau départ avec le Nigeria le 15 juillet 2021. Un nouveau départ pour l'Union européenne, puisqu'il avait déjà annoncé un nouveau départ le 10 mars 2022. Un nouveau départ avec la Turquie le 4 avril 2022. Un nouveau départ avec l'Ukraine le 17 juin 2022. Un nouveau départ avec l'Australie le 1er juillet 2022. Un nouveau départ avec l'Algérie le 27 août 2022. Un nouveau départ avec le Brésil le 31 octobre 2022, un nouveau départ avec l'Afrique le 28 février 2023, maintenant on est à un nouveau départ avec le Royaume-Uni. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est très important ce que je dis au-delà de là, je suis pas sûr d'ailleurs d'être exhaustif. Ça veut dire que M. Macron, c'est le vide sidéral de la pensée et de la réflexion. En fait, c'est un danseur mondain qui a des formules toutes faites comme ça, en général ponctuées de verbes qui ne veulent rien dire. J'ai vu par exemple qu'il voulait réarticuler notre relation avec l'Afrique. Concrètement, ça ne veut rien dire. J'ai vu aussi qu'il voulait procéder à un désilhouettage de nos bases militaires en Afrique. Voilà. Alors, on a une avalanche de mots. C'est rien. C'est de la mousse. Et qu'est-ce qui reste de toute l'avalanche de ce que je vous ai dit? En général, pas grand-chose de bon. Oui. Rien. Alors, cela étant, sur cet accord, il y a quand même quelque chose qui est énorme, que je voudrais dire. Allez-y. Bon, il y a des choses sur la culture, sur l'éducation. Bon, tout ça, ils vont faciliter les voyages de scolaires en Grande-Bretagne. Enfin, comme s'il avait fallu attendre cette rencontre pour Non, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est l'accord sur l'immigration. Parce que il a été décidé que le Royaume-Uni allait donner 541 millions d'euros sur 3 ans à la France, en trois annualités, de respectivement 141, 191 et 209 millions. Et en échange de ça, il a été décidé qu'il allait y avoir 500 policiers, si j'ai bien compris, français et britanniques, sur les plages françaises, pour surveiller les plages, de surveiller les éventuels départs de migrants clandestins avec des drones, s'il vous plaît. Et M. Macron s'est félicité devant la presse, je le cite, il a dit « En 2022, ce sont plus de 1300 traversées d'embarcations de fortune que nous avons empêchées. Ensemble, nous avons démantelé 55 filières de criminalité organisée et procédé à plus de 500 arrestations. » Ah, moi, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est que si quelqu'un disait qu'il faut faire ça avec la Libye, ce serait un scandale énorme en France.
on aurait aussitôt la Cour européenne des droits de l'homme, tous les médias français qui hurleraient à l'extrême droite, Monsieur Macron le premier qui dirait que c'est contraire à nos valeurs. Je rappelle que Monsieur André Chassaigne du Parti communiste français avait refusé de voter avec le Front National, le Rassemblement National, une motion de censure en disant que en aucun cas il ne pouvait mêler des voix avec des gens qui ne considéraient pas les êtres humains comme des égaux. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Macron? C'est-à-dire que si vous regardez bien ce qui se passe en France, je suis sidéré que personne n'ait réagi à ça. Si vous regardez bien ce qui se passe en France, la France se fait payer par le Royaume-Uni pour stopper totalement l'émigration vers le Royaume-Uni. Et nous payons des organisations de passeurs comme Océan Viking pour faire venir des immigrés en France. Ouais. Venus de Libye. Donc il y a quand même un petit problème conceptuel dans cette affaire. Chercher en tout cas quel est le pays qui se fait avoir dans tous les cas, c'est quand même la France. Voilà. Alors moi je trouve ça... Puisqu'on reçoit les fonds, donc on ne sait pas... Enfin, les Français peut-être. On fait venir des immigrés clandestins, des passeurs, en profitant de la misère humaine, d'ailleurs de gens qui sont chassés par les conflits que nous avons créés. On fait venir donc ces personnes par des passeurs clandestins. C'est exactement ce que fait Océan Viking. Et alors, après, on se fait payer pour qu'ils ne passent pas. Oui. C'est parce qu'en fait, ces associations, ces ONG reçoivent des subventions publiques. Voilà pourquoi vous dites indirectement... Oui, absolument. Vous avez raison de le préciser. D'ailleurs, il y a un conflit avec la mairie de Paris qui verse de l'argent. Vous savez, ça a été attaqué, mais il y a des départements, le département du Finistère, le département des Pyrénées-Orientales, etc., et beaucoup d'autres départements qui donnent de l'argent à cette organisation qui, en fait, va chercher des clandestins, enfin des immigrés, des candidats à l'immigration à 2-3 kilomètres des côtes libyennes pour ensuite leur faire traverser la Méditerranée. Donc, il y a, moi, ce que je trouve extraordinaire dans tout ça, c'est le deux poids, deux mesures sur les questions d'immigration. D'ailleurs, je note que les médias ont quand même pas trop parlé de cet accord sur l'immigration, parce qu'ils ne voudraient pas que ce soit quelque chose qui soit mis en avant. Je note d'ailleurs aussi au passage que le Royaume-Uni, sorti de l'Union européenne, peut avoir une politique migratoire qui est différente de celle de l'Union européenne, parce que nous sommes sous la tutelle de l'Union européenne concernant les affaires venues de Libye. Et je terminerai un dernier mot pour vos auditeurs, parce qu'il y a régulièrement des campagnes anti-Brexit qui arrivent ici ou là. Je rappelle que le Royaume-Uni n'a fait qu'un Brexit partiel, si j'ose dire, puisqu'il est resté dans l'OTAN, et que l'OTAN joue à plein en ce moment dans l'affaire des sanctions et de l'impact économique désastreux sur les économies européennes. Donc l'Angleterre fait partie, comme nous, de ceux qui pâtissent des sanctions contre la Russie. Et comme on le disait en préambule, vous voyez bien que Rishi Sunak et Emmanuel Macron, ils se ressemblent physiquement. Ils ont le même type de pédigré. Ils ont été tous les deux présélectionnés par le World Economic Forum, etc. Vous voyez bien qu'il y a un petit problème à l'idée que le Brexit soit géré au Royaume-Uni par quelqu'un comme lui. C'est un peu comme si il y avait eu en France, comme si... Un problème pour nous, vous voulez dire, dans le fait... Non, un problème pour le Brexit. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, le Brexit, ça marche pas si bien que ça. Mais il est géré par quelqu'un c'est comme s'il y avait eu un référendum en France sur le Frexit et que c'était Macron chargé de le mettre en place. Donc, vous imaginez que Macron ferait absolument tout pour le torpiller. Voilà, c'est une façon de détricoter le Brexit. Voilà, c'est exactement ça. Alors, parlons du deuxième accord historique, puisqu'on a eu ce nouveau départ entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France. Et alors, pour le coup, là, un vrai nouveau départ entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, orchestré par la Chine. Alors, c'est le plus important, c'est peut-être que ce soit orchestré par la Chine. Si on se projette, mettons, dans les années, dans les années 60-70 du XXe siècle, l'Iran et l'Arabie Saoudite étaient deux places fortes des États-Unis. L'Iran, c'était la dynastie des Pahlavis avec le Shah d'Iran, qui a été chassé en 1979. Et l'Arabie Saoudite, c'était, on a souvent dit, le 51e État qui abrite 40 000 soldats américains, etc. Voilà. Maintenant, en 2023, les États-Unis ont été chassés d'Iran, on le sait, en 79. Mais ce qui est très nouveau, c'est que progressivement, Mohammed Ben Salman, donc l'héritier du trône, qui est celui qui dirige réellement le royaume wahhabite, prend ses distances. Et on voit apparaître un nouveau... Ce qui est extraordinaire, c'est que avant, c'était une zone, le Moyen-Orient, où il y avait des puissances occidentales, si on peut dire, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Russie.
Mais là, on voit arriver un partenaire totalement d'une zone géopolitique totalement nouvelle qui est la Chine, et qui réussit un coup de maître en la matière, puisqu'elle arrive à réconcilier ces deux puissances ennemies qui sont les leaders du monde sunnite avec l'Arabie saoudite et du monde chiite avec l'Iran. Alors, c'est à mon avis quelque chose de très très important, y compris du point de vue symbolique. Et vous savez, quand on veut prévoir l'avenir, les futurologues distinguent ce que l'on appelle les faits porteurs d'avenir. Ça, c'est un fait porteur d'avenir. Ça veut dire que désormais, de plus en plus de pays du monde se rallient à la vision partagée par Poutine et par Xi Jinping d'un monde multipolaire et non pas d'un monde placé sous l'autorité de Washington exclusivement, sous l'intitulé de nouvel ordre mondial. Et puis on est dans le domaine du sérieux. Quoi que l'on pense de Xi Jinping et de Poutine, vous les voyez pas quand ils se rencontrent en train de se trémousser, de se dandiner, de s'embrasser devant les caméras. Non. Là, c'est du sérieux. Là, on parle entre gens sérieux. Là, on n'a pas affaire à des espèces de freluquets comme ceux qu'on a vus à Paris. Ça n'a aucun sens. Mais là, c'est du solide et du sérieux. C'est ça qui est intéressant, François Asselineau, dans ce que vous dites. Vous dites on a affaire à du sérieux. Et pourtant, dans les médias et dans les appréciations, on va dire, occidentales, c'est le deuxième signal envoyé par la Chine. Il y en avait déjà eu un premier, c'était le plan pour la paix proposé pour l'Ukraine. Et là, on a eu l'OTAN, les Américains, les Français qui ont dit bon, tout ça, c'est pas très sérieux quand même, ça vient de la Chine. D'abord, les propositions sont pas structurées, elles sont pas possibles, etc. Voilà un plan qui avait été complètement balayé d'un revers de manche déjà une première fois, un plan de négociation. Et là, la Chine rejoue encore la partie de la négociation et de nouvel intermédiaire, de nouvel arbitre mondial, on va dire, en essayant d'organiser une véritable réconciliation entre ces deux pays. Et on voit bien que là, c'est parfaitement concret, on ne peut plus se moquer d'elle aujourd'hui. Bien sûr, de même que d'ailleurs on ne se moque plus du tout d'elle dans les milieux militaires, parce que vous avez suivi peut-être Et il faut regarder la presse américaine qui finalement est beaucoup plus libre que la presse française sur ces sujets. Le Washington Post a publié un article tout à fait impressionnant il y a vendredi, excusez-moi, dans lequel il précisait que en fait, il faudrait 15 ans aux États-Unis pour reconstituer leur stock d'armes. En fait, l'Occident n'a plus d'armes, ils ont tout donné à l'Ukraine. Alors, les mêmes qui nous expliquaient il y a encore 3 mois que la Russie était au bout du rouleau, là, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Il y a des rumeurs qui circulent également comme quoi la Russie a balancé 6 missiles Kinjal, qui sont des missiles hypersoniques, qui veulent dire missiles poignards. L'un d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux, auraient frappé le centre secret de l'OTAN à Kiev. Il y aurait eu plusieurs dizaines d'officiers supérieurs américains qui auraient été volatilisés dans l'atmosphère. Enfin, je veux dire, il y a des éléments très très graves qui se placent. Je vois que le Region Times a également sorti une étude, également à partir de renseignements américains, sur la grande inquiétude des États-Unis devant l'installation par la Chine de missiles, également des missiles hypersoniques qui, paraît-il, seraient encore plus puissants que ceux de la Russie, et que la Chine disposerait désormais à une distance pour pouvoir frapper des installations américaines dans le Pacifique. On pense sans doute à l'île de Guam ou aux îles Hawaï, par exemple. Enfin, je veux dire, là, on est dans une situation extraordinairement grave. Il y a un basculement du monde. Alors, il y a quelque chose que je voudrais dire. J'en profite pour vous le dire. C'est que lorsque je dis ça, ou lorsque je fais des tweets sur mon compte Twitter, qui est très, très suivi, ou sur UPR TV, où on est très suivi, eh bien, je vois des gens, alors il y a des trolls dedans, mais il y a aussi des gens de bonne foi qui s'en prennent à moi, en disant ah oui, mais si c'est si bien que ça, la Russie ou la Chine, vous n'avez qu'à y aller, etc. Mais c'est incroyable. Je ne dis pas que le régime russe ou le régime chinois sont des régimes formidables, magnifiques. Je dis simplement que ce que vient de faire, par exemple, la Chine, normalement, c'est la France qui aurait dû le faire. Si la France avait été la France de De Gaulle... Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Parce que c'était une zone... L'Iran est un pays... Mais déjà pour l'Ukraine. Oui, exactement. L'Iran était un pays où les élites parlaient toutes le français. Rappelez-vous, l'impératrice Farah, elle faisait ses études à la Sorbonne quand le Shah d'Iran s'est marié avec elle. En Arabie Saoudite, c'est un peu moins vrai, c'est plutôt une zone d'influence anglo-saxonne. Mais enfin, la France, dans le reste du Moyen-Orient, on était présent, malheureusement, on ne l'est plus. En Syrie, au Liban, en Égypte, il y avait toute une francophonie. Bon, normalement, c'est la France, si elle n'était pas dans l'Union européenne, si elle n'était pas
dans l'OTAN, si elle avait gardé le magistère moral que nous avait donné le général de Gaulle, avec une politique arabe de la France, c'est nous qui eussions été, à ce moment-là, en position de faire se réconcilier le monde chiite et le monde sunnite au sein du monde musulman. Malheureusement, nous apparaissons, vus de l'extérieur, comme de médiocres pions des États-Unis d'Amérique, même pas capables de dénoncer le plasticage du gazoduc Nord Stream par les États-Unis, qui est de plus en plus avéré. Enfin, et les États-Unis ont sorti un contre-feu absolument ridicule. Est-ce que vous vous rendez compte que M. Macron... D'ailleurs, le pire, c'est que la presse française n'a même pas osé interroger Macron sur le plasticage par les États-Unis. Macron n'a pas osé dire quoi que ce soit. Et l'ensemble de la classe française, de Madame Le Pen jusqu'à M. Mélenchon, en passant par tout le monde, Philippe, Macron, Cazeneuve, Faure, Mélenchon, c'est tous motus et bouche cousue. Oui. Personne n'ose dire que si ce sont les États-Unis qui ont plastiqué Nord Stream, ils s'en sont pris quand même un actif français, puisque nous, on avait 10% de ça, donc des centaines de millions d'euros qui avaient été investis par Engie. Sans parler de l'Allemagne. Sans parler de l'Allemagne, c'est un acte de guerre contre nous. Bien sûr. Ça nous place comme l'Allemagne dans une dépendance affreuse vis-à-vis des États-Unis, et nos économies sont entraînées à la ruine. Et on n'ose même pas dire ça. Et l'opposition contrôlée, celle qui a accès aux grands médias, elle ne dit rien non plus. Il y a un vrai problème, il faut que les Français comprennent que si on continue comme ça, et si les Français qui sont furieux de la situation continuent à faire confiance aux oppositions qu'on leur présente comme ça devant les médias et qui ne s'opposent en rien sur le fond, la France est fichue. Ça, je le crois vraiment très profondément. Continuez d'écouter la télévision, notamment de François Asselineau. UPR TV qui fait des records. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai fait une vidéo justement sur Nord Stream, je la recommande à vos auditeurs. On en est à 150 000 vues en un jour, c'est beaucoup. Vous savez, ça commence à faire vraiment beaucoup. Maintenant, on est en train de se passer des grands médias. Heureusement, je voudrais vous rendre hommage, Clémence, parce que vous m'invitez régulièrement. Heureusement que vous êtes là, vous. Il y a quelques médias de réinformation, évidemment. Que je vais pas forcément citer. On peut les citer, TV Liberté notamment. Voilà, TV Liberté avec Élise Blaise qui me reçoit régulièrement, vous-même, également, quelques autres. J'ai été sur comment dirais-je, VA TV, j'ai été aussi sur Livre Noir, j'ai été sur Les Incorrectibles d'Éric Morillo. Donc il y a sur la sphère, puis un certain nombre de blogueurs aussi. Heureusement que sur la sphère Internet, des gens se réveillent. Mais je pense qu'on assiste d'une certaine façon aussi au crépuscule des médias officiels en France, parce que c'est pas possible. Au moins, ce serait une bonne nouvelle si on était au crépuscule. Ça veut dire qu'il y aurait un renouveau après. Mais je pense qu'un renouveau va arriver, parce que la situation actuelle ne peut plus durer, en fait. Vraiment. Je pense que tout le monde sent. On n'a pas eu le temps de parler de ce qui se passe avec la banque SVB. Oui. Je crois que si tout le monde a un peu d'intuition, on a l'impression que le monde occidental est vraiment au bord de l'effondrement. Merci beaucoup, François Asselineau, je rappelle, président de l'UPR.